G.I. Joe. Alors, G.I. Joe, c'est vrai que on avait commencé à regarder. En fait, on avait regardé tout un tas de dessins animés en se disant qu'on allait peut-être faire quelque chose de plus large. À la base, on avait commencé à se pencher sur... Laissez-moi reprendre le script d'ailleurs. En fait, on voulait faire le thème initial de l'épisode, c'était les dessins animés américains. Voilà, donc en gros, c'était un truc très vaste. Et dedans, on devait mettre G.I. Joe, notamment, mais on devait aussi mettre Rambo, le dessin animé Rambo, que Bob en avait déjà parlé. On devait aussi parler de Chuck Norris, parce qu'il y a un dessin animé de Chuck Norris dont je vous avais montré un extrait, et on devait faire en gros voilà, les dessins animés très amériques. Et en fait, c'est vrai qu'on avait commencé en regardant Rambo en premier, parce qu'on s'est dit, bah, Rambo, il n'y a pas plus américain, que Rambo. Et en fait, Rambo, c'était assez mid. Au sens où c'était pas si ouf que ça, c'était pas exubérant de dingue. En fait, il y a quelques fulgurances du coup. Par exemple, il y a un moment genre où Rambo il va s'accrocher à un missile qui est en plein lancement et désamorcer le missile pendant que le missile est en train de partir. Donc il y a quelques grosses fulgurances. Mais le reste du temps, Rambo, c'est en fait pas si ouf que ça. C'est pas si exagéré que ça. Bob, il nous l'avait vraiment survendu, donc quand on l'a regardé, peut-être qu'on s'attendait à trop, mais quand on l'a regardé, franchement, à part le fait qu'il y avait des accents racistes, quoi, tu vois, parce que c'est effectivement, je pense que c'est pour ça que Bob il aime bien, hein, bien sûr. Mais à part le fait qu'il y avait des gros accents racistes du genre, le méchant il a un accent allemand, il y a un arabe qui a un accent arabe et le chinois a un accent chinois, bah à part ça, franchement... Bon, on allait voir Chuck Norris aussi, qui était pas ouf, mais beaucoup plus cheese aussi. C'est Chuck Norris, tu sens que c'est un truc année fin 70-80, quoi. Mais par contre, quand on a regardé G.I. Joe, alors qu'on pensait au contraire s'attendre à avoir un truc un peu militaire joué, assez classique, un peu à la manière de Tortue Ninja par exemple, et c'était n'importe quoi. Mais vraiment, c'était de la folie. Le truc était absurde. Donc là, ça a été tourné. Sachez que ce n'est pas du fond vert, ce que vous voyez. C'était vraiment tourné, on dirait parce que c'est tellement propre qu'on dirait du fond vert, mais non, ce n'est pas du fond vert. Donc, on a tourné dans une école qui a bien accepté de nous recevoir. C'était tourné pendant le mois d'août, donc je crois qu'il n'y avait personne. Mais voilà. Vous savez ce que je vois? Des mollusques, des moules, échoués sur une plage après une marée noire. Alors évidemment, ma manière de parler un peu comme ça, c'était très inspiré du personnage du sergent dans Full Metal Jacket, avec aussi un petit fond au niveau de l'écriture quand on a écrit ça. Il y avait aussi un côté un peu d'un autre film de guerre que j'aime bien. Ça s'appelle Le Maître de guerre, je crois. Le Maître de guerre, exactement. Où c'est rempli de trucs. C'est Clint Eastwood qui insulte, parce que tous ces soldats, c'est genre des Noirs, des Mexicains, des machins, et c'est que des insultes racistes pendant 2h30, et moi, ça me fait beaucoup rire. Des barbares avec des épées qui tirent des lasers. Ça existe, hein. Barbares avec des épées qui tirent des lasers, ça s'appelle Conan l'Aventurier, avec le générique chanté par Bernard Minet. Cette série existe. Quand vous aurez vos couilles entre les dents d'un Russe enragé qui plante sa baïonnette dans vos entrailles en vous regardant droit dans les yeux... Alors, le chant et le contre-chant ont été tournés à 2 moments différents parce que j'étais extrêmement malade le jour où les gamins étaient là. Donc, ils ont tourné ça sans moi et moi, j'ai tourné mes trucs à part des gosses, en fait. Mais ça, voilà, vous voyez, on dirait que c'est un fond vert, mais c'est pas un fond vert. C'est vraiment tourné dans une vraie école, dans un vrai décor, et c'est juste que l'incruste et l'éclairage fait tellement propre qu'on dirait que c'est un fond vert, en fait. Voilà. Mais je trouve que ces gamins jouent très très bien, en fait, vraiment. Alors, les enfants, on va dire au revoir à Monsieur Grenier qui va s'en aller parce qu'il n'a pas d'enfants ici. Je m'en vais parce que je peux le faire. Mais oui, tout à fait. Voilà, 10 épisodes. G.I. Joe, bien sûr. Hors série de l'année, en fait. Hein, il n'y aura pas d'autre chance. Mais comment vous avez des gosses acteurs comme ça? On les loue, bien sûr. Il y a un site de youtubeurs pour louer les gosses. Ah non, on passe des castings. Ah non, putain, les pubs de cons, là. Supportable, les pubs. Ça pour engraisser des mecs riches, là. Non mais en vrai, les dessins animés, c'est plus comme avant, on est d'accord. Je veux dire, c'est... Alors, la musique, je crois que c'est une musique allemande, mais en version dessin animé. Écoutez bien.
Non mais en vrai, les dessins animés, c'est plus comme avant, on est d'accord. Je sais plus laquelle c'est Procène Gloria ou un truc comme ça. Je veux un câlin de ma maman. Alors, Ce qui ok, est terrible, ça... c'est qu'en plus, Pas de Patrouille, vraiment, j'ai vu vraiment... Je pense que j'ai vu déjà 4 ou 5 saisons de Pas de Patrouille. Écoute, je vais te le dire une dernière fois, si tu n'as pas assez faim pour tuer le chien, Il arrêtait pas de se marrer, le gamin il était mort de rire, quoi. pas assez faim pour manger le chien. Je veux dire, moi, quand j'avais 6 ou 7 ans, ça défouraillait dans tous les sens. Voilà, Ça Rambo. se battait, ça On en parlait de bombardait, Rambo tout ça à l'heure, justement. explosait. Ça faisait chier les parents qui nous disaient que ça allait nous rendre cons. Alors qu'aujourd'hui, on se rendions bien compte qu'ils disaient de la merde. Tu sais ce qui manque le plus? La guerre. Ah bah tu vas être content. Non, mais pas la vraie, la guerre pour les enfants. Oh bah là, il y en a pour tout le monde. Et la télé des années 80, c'était un délire, hein. En dessin animé, t'avais des trucs comme ça. C'est vrai. J'avais oublié que la flèche, elle était vraiment dans le nichon. Dans ma tête, elle était dans le cœur, mais non, on va en vrai... Alors la question que je me pose, moi, mais c'est comment on a fait pour que les petits garçons, là, ils échangent leur treillis contre des costumes moulants en latex et leur casque à pointe contre des serre-têtes avec des oreilles... Oui? Non, rien, c'est moi, j'imite une mobilette. Bien fait. Et je sais faire super bien le camion de pompier aussi. On va passer le truc en même temps. Et bien sûr, quand on parle des C'est années débile, mais 80 c'est et de dessins animés de guerre, il est impossible de ne pas parler de G.I. Joe. Bien sûr, Jean-Michel Brettage. G.I. Joe. La quintessence. Moi, G.I. Joe, j'avais eu ça quand j'étais gosse. J'ai eu ça très brièvement parce que c'était quand même assez vieux. Hein. G.I. Joe, c'est le milieu des années 80. Moi, j'ai commencé à avoir des figurines jouées. C'est surtout à partir de 87, 88, je pense. Donc, au moment où j'avais 6 ans, je disais, ouais, c'est ça. Ouais, je devais avoir 5-6 ans. Au moment où j'ai eu mes premières figurines, je devais avoir 5-6 ans à peu près, parce qu'avant, j'étais un peu trop jeune. Et 5-6 ans, j'ai commencé beaucoup par les Tortues Ninja, comme beaucoup de gens qui sont nés au début des années 80. Moi, c'était effectivement les Tortues Ninja, mes premières grosses figurines que j'ai eues, parce que j'ai acheté les Shredder, j'ai acheté tous les trucs de Tortues Ninja que je pouvais acheter, j'ai acheté. Les Bioman aussi, j'avais eu des Bioman et des Bioman, pas des Power Rangers, parce que ça c'était un peu vieux, c'est arrivé, j'étais trop vieux pour ça. Donc j'avais eu des Bioman. Mais je me souviens que quand j'étais très petit, à l'école, j'avais effectivement des figurines de G.I. Joe. Du dessin animé pour garçons à l'ancienne, hein. Tout le monde connaît G.I. Joe. Même si vous ne connaissez pas G.I. Joe, vous connaissez G.I. Joe. À l'époque, c'était l'équivalent de Barbie pour les filles ou de Tortue Ninja pour les tortues. Mais alors, c'est quoi Voilà, c'est qu'effectivement, en fait, Tortue Ninja arrive en 1987 et a tendance à beaucoup à remplacer très vite. Parce que Tortue Ninja, quand ça arrive, c'est un carton de taré, en fait. Et du coup, ça remplace tout ce qu'il y avait avant. Mais G.I. Joe, c'était juste un petit peu avant. Donc, en vrai, là, moi, je suis né en 82. Donc, j'ai peut-être un an de trop je suis un an trop jeune, entre guillemets, pour avoir vraiment apprécié G.I. Joe. Mais les gens qui sont nés en 80-81, eux, je pense qu'ils ont eu beaucoup de G.I. Joe, en fait. Eh bien, G.I. Joe, avant d'être une série, c'était des jouets. Des jouets qu'on pourrait qualifier de, disons, américains. Alors, on en a déjà beaucoup parlé de ça. C'était un catcheur, ça. Le gars que vous avez vu, là, c'est un personnage, c'est un gars qui devient personnage de G.I. Joe à partir de la saison 2. Et c'est un catcheur super connu, dont je dis le nom dans la vidéo, mais j'ai oublié le nom. C'était au départ une ligne de figurines grand format Hasbro qui représentait chacun une des composantes des forces armées des États-Unis. L'armée de terre, la Navy, l'Air Force, les Marines et les Noirs. Le nom G.I. Joe, quant à lui, a une origine encore plus... J'aime beaucoup comme d'ailleurs le jouet c'est une blackface. C'est vraiment une blackface. Ça se voit que c'est exactement le même modèle, mais juste pas en noir, quoi. Le nom G.I. Joe, quant à lui, a une origine encore plus ancienne puisque c'est un terme générique qui désignait les soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Et G.I., ça vient de l'inscription G.I. pour Galvanized Iron, en français fer galvanisé, qu'on voyait sur le matériel des soldats américains dès la Première Guerre mondiale, notamment sur... les poubelles. Ah bah c'est pas compliqué en fait, hein. Bien sûr. Ok,
Ok, c'est très drôle. Je trouve ce gag vraiment très très drôle. Attends, je remets la caméra dans le bon sens. Je suis d'accord que ça reste en tête de fou. Et il y a plein de gens qui ont fait des versions complètes de Smictom. Mais je me la remets une petite fois parce que ouais, c'est la musique est exceptionnelle. Et c'est surtout, on a très très bien. Si tu écoutes bien la musique, ça sonne vraiment comme un truc des années 80. Je crois que c'est Starinsky qui nous ont aidé à faire ça. Mais du coup, ouais, c'est le fait que tu as un mec qui fasse Smictom comme ça. Il y a un petit côté Indochine aussi, certains ont dit, j'ai vu. Ouais. Ok, c'est pas ouf. J'aime trop. J'aime vraiment trop. Eux, ils ont des super designs, hein, regardez. Le Smictom, c'est un peu notre Nicolas Kippé. c'est notre Nicolas Kippé à nous, Smictom. Bon alors, effectivement, les premiers G.I. Joe étaient des poupées avec des proportions très proches des Barbie sorties quelques années plus tôt. D'ailleurs, la raison pour laquelle on ne les appelle pas des poupées, c'est parce que c'était une prérogative chez Hasbro à l'époque. C'est pour ça que maintenant on parle de action figure, parce que si on disait aux garçons qu'ils achètent des poupées, eh ben ils les achèteraient pas. Si bien que dans les années 70, Hasbro a essayé de moderniser une première fois G.I. Joe avec une nouvelle gamme de figurines. Les G.I. Joe Adventure Team, avec le même modèle pour les poupées. Les figurines. Mais un reskin pour les rendre plus pacifistes, plus hippie, plus relax, plus poilu. G.I. Joe, now with leg-like hair. C'est fou que ce soit un argument, avec des poils. G.I. Joe, avec des poils. À l'époque, pour promouvoir un jouet, on n'avait pas le droit de faire une séquence d'animation de plus de 7 secondes par spot. Pour pouvoir contourner ces conditions, ils ont réalisé des pubs, non pas pour les jouets, mais pour les comics, qui eux, étaient des pubs pour les jouets. Et étant donné que les BD sont des livres, pas de limitation, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je fais une petite pause pour laisser le temps aux publicitaires qui nous regardent de nettoyer leur écran. Non, parce que c'est quand même un move de génie. Une série de publicités animées. J'avais vu des commentaires de gens qui disaient j'ai pas compris pourquoi les publicitaires ils essuient leur écran. My Sweet Summer Child. Évidemment, on va pas parler de tout. Le but aujourd'hui, c'est surtout de traiter la série qui passait à la télé quand j'étais gosse, celle qui a tout commencé et dont on se souvient tous, G.I. Joe, A Real American Hero. Sorti en 1983 et qui a été diffusé. Ou en français, Héros sans frontières. Ce qui est. Les États-Unis ne connaissent pas les frontières. Et maintenant, vous commencez à nous connaître. Chez JDG, on ne fait pas les choses à moitié, on se moque pas de vous. Donc, on va vous présenter un par un chaque G.I. Joe. Seb, combien de G.I. Joe y a-t-il dans cette série ? 67. Et maintenant, vous commencez à nous connaître. Chez JDG, on fait les choses à moitié, on se moque de vous. Donc, on va uniquement vous présenter les G.I. Joe les plus importants. À commencer par le 67, patron, le taulier, le padré, Duke. C'est pas moins de 1m85 de testostérone et pas une. Avec la voix de Frédéric Soutrel, si j'ai pas de bêtises, qui est venu, on voulait une grosse voix on voulait une voix qui ait des couilles, voilà. On voulait que ses amygdales aient des couilles. La légende raconte que pour chaque enfant capturé dans le monde, il en sauve deux. Duke, il a la force d'un ours et le courage d'un mec qui dit du mal de lui. Duke, la légende dit qu'il a 4 couilles sous les couilles. Duke, il aime pas trop qu'on l'embête avec des formalités. Sur formulaire BX 237 accompagné de localisation de... La légende dit qu'il a sorti l'épée du caillou de Disneyland. Duke. Ah, vas-y, j'en ai marre, je suis fatigué. Sinon, dans les personnages notables au début de la série, il y a Scarlett, en gros la fille du groupe. Elle est intelligente et elle sait faire de la bagarre et elle a un costume un peu trop proche de sa peau en termes de couleur. Le serpent. Ça, c'est vraiment. Tu dis, ils ont pas pu. C'est impossible qu'ils aient pas fait exprès. Le chinois qui a visiblement quelques petits problèmes de gestion de la colère. N'ayez pas peur, j'agirai en douceur. Je vous fais confiance. Oui, et vous pouvez commencer à effacer le commentaire. C'est un poème. Si vous faites un arrêt sur image, c'est un poème qu'on a écrit. Je t'avoue que j'ai eu un pincement au cœur en entendant dire le chinois. Jusqu'ici, je te regardais avec admiration pour ton humour, ton esprit, ta justesse parfois. Et là, j'ai été profondément déçu. Je vous jure que c'est une parodie de certains commentaires qu'on reçoit déjà. Réduire un personnage à son origine, c'est l'effacer. C'est dire, sans le dire, que son individualité ne compte pas. Il avait un nom, une voix, une place. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Alors j'ai écrit quelques mots parce que parfois la poésie le dit mieux que la colère. Il venait lui aussi avec une histoire, un prénom, un regard et peut-être même un espoir. Mais d'un mot tu l'as peint d'un seul pinceau, comme si ses traits valaient moins que ses mots. Le chinois, dis-tu, comme on pointe du doigt, l'étiquette facile, le cliché qui broie. Tu n'as peut-être pas voulu blesser, mais les mots, Fred, finissent par peser. Peu importe la peau ou le nom, chacun mérite un vrai prénom. Le racisme naît de l'habitude. Changeons les mots.
Changeons l'attitude. Et je vous jure que c'est vraiment des commentaires qu'on reçoit des fois comme ça, alors que c'est une blague à prendre au 3e degré, et les gens le prennent au 1er degré, donc voilà. Et vous pouvez ajouter par-dessus un nombre incalculable d'autres G.I. Joe comme Kayak, Barricade, Furet, Scout, Transistor, Barbecue, Pic à glace, Bazooka. Des personnages tellement inoubliables que je suis sûr que personne ne s'est rendu compte que je viens d'en inventer un. Et non, ça n'est pas Barbecue. That kind of fun can cost a life. Barbecue. Sinon, des méchants, il y en a... Le gamin qui fait Barbecue. Bon. Je crois que c'est Pic à glace. Je crois que c'est Pic à glace qu'il faut. Les maléfiques miroirs qui ont le pire pouvoir du monde de quand t'en tapes un, l'autre prend aussi des coups. C'est vraiment complètement de la merde. Et même quand t'en menottes un, l'autre se fait aussi arrêter. Oh, assez, je me rends. Mais je n'ai pas encore touché. Vous noterez au passage que pour différencier les deux jumeaux, il y en a un qui a une cicatrice. Ils auraient pu avoir un tatouage, ils auraient pu avoir un vêtement différent, mais non, ils ont choisi le seul signe distinctif qu'il n'est pas possible d'avoir avec leur pouvoir. Ah, et puis il y a la baronne aussi, hein, que vous connaissez forcément, hein, puisqu'elle est incluse dans le pack Ma Première Branlette, hein, qu'on a tous eu. Bon, ouais, évidemment, Alf, c'est évidemment pour la blague. Putain, c'est le moment le plus replay. Vous êtes vraiment des porcs. C'est le moment le plus visionné, Ma Première Branlette. Voilà. Bon, on aurait pu en mettre d'autres, bien sûr. Il y en a plein. Il y a bien sûr Ma Première Branlette. En vrai, il y a plein de jeux. Il y a plein de jeux dedans, il y a plein de personnages dedans. On aurait pu mettre, on a mis April O'Neil. C'est vrai que c'est pour les vieux, mais on aurait pu mettre les 3 meufs en latex, Kim Possible, Kim Possible est lié, mais bon bref. Cobra Commander donc, qui existe dans sa version nazie et dans sa version burqa. On sait pas vraiment pourquoi il change de design d'ailleurs en cours de route. Hein, Ce qui n'a pas de sens d'ailleurs, puisque dans le film, quand il enlève ce machin, en fait, il a une tête de lézard dessous, donc c'est vraiment débile. Bon, il a peut-être dû se rendre compte que c'était pas super. Oui, je parlais des Total Spies mettre dans la première branlette, bien sûr. Regarde un peu cet écran et vois ce que bientôt le monde entier vivra en regardant la Lune. Écoutez, Madame Le Pen, pour la dernière fois, le grand remplacement n'existe... Ce qui énerve assez Destro pour qu'il se mette soudainement à sortir des accents du terroir. Ce grotesque graffiti. Parce qu'évidemment, on est à la télé dans les années 80, alors vous vous doutez bien que les 3/4 des personnages dont je parle ont des voix insupportables. Dieu merci, personne ne parle comme ça en vrai. Vous n'avez pas mes cartes. Par contre, ils ont des moyens illimités, hein. Ils fabriquent des machines. On avait hésité à le mettre celui-là parce qu'en fait j'avais peur que les gens ils aient pas la ref, parce que comme c'est un truc qui a tourné, c'est un truc très bref qui a tourné sur Twitter. Du coup, je me suis dit est-ce que les gens ils ont vraiment la ref? Finalement, on l'a laissé, mais bon. Non, indestructible, bon, sauf si vous renversez de l'eau dessus. Heureusement pour eux, les G.I. Joe ont aussi des technologies super sophistiquées. On va recevoir un message codé. Waouh, c'est une super ça, voilà, vous voyez ça, on va essayer. Ça, il n'y a pas ça dans Rambo. Ça, c'est vraiment que dans G.I. Joe, ce genre de truc de con. Là. Mon code de carte bleue est le 9968 0075 34 22 0068. Alors, je sais pas si ce code de carte bleue existe vraiment, et s'il y a vraiment une personne qui a ce code de carte bleue, je m'en excuse. Un soir, ils mettent la main sur une femme, tout habillée de noir, qui essaye de pénétrer dans leur base en secret. Vous cherchez quelque chose? Sauf qu'elle leur dit qu'elle ne voulait pas voler des trucs, mais juste elle voulait les observer dans le but de devenir elle aussi une G.I. Joe. Croyez-moi, tout ce que je veux, c'est entrer au G.I. Joe. Et ben voilà leur réaction. Bon, allez, c'est réglé, on efface tout. Allez, hop. Fais-lui visiter la base. Allez. On est en train de changer les codes de sécurité de tous nos appareils en activité. Et personne ne pourra passer nos défenses sans avoir ce code. Et on a décidé de changer de code tous les jours. Aujourd'hui, c'est 10-6-9. Et avec ça, on est à l'abri des petites visites surprises. Très bien, j'ai compris. Oh non, ne te fâche pas. Oh, putain, c'est tellement con. En fait, le truc, c'est pour ça que ce gag, on avait hésité à le mettre, parce que quand on a vu l'épisode, on s'est dit, mais tu peux pas parodier plus que ça, en fait. C'est tellement débile, extrême. Oh putain, vous êtes qui? Je suis le plombier. Et l'électricien. Je viens pour relever le compteur d'eau. J'ai un magnifique t-shirt Suikoden, si vous regardez bien. Oh putain, vous m'avez fait peur. Non, parce qu'aujourd'hui, je les enchaîne. Hein. Le téléphone marche plus, les lumières marchent mal, il n'y a aucun voisin des kilomètres à la ronde, le système d'alarme dont le code est 1, 2, 3, 4 ne marche plus. Du coup, mon coffre-fort qui est rempli de lingots d'or, qui est juste ici, là. Là? Non, là, non, juste là, derrière la plante. Votre jambe gauche, derrière la plante. Bah, le coffre-fort, il se ferme plus. Putain. Bon, ça vous dit, puisque vous êtes là, on se fait une petite partie de Colin Maillard, c'est moi qui commence. Allez.
Oh, je vois rien du tout. Vous êtes où? Pour ce qui est de la structure des épisodes, c'est un peu toujours la même chose, avec les G.I. Joe qui sont tranquilles en train de chiller aux quatre coins du monde, avec leur tête de super Chad là. Oui, c'est vrai que je plais beaucoup plus aux femmes depuis que j'ai mis cette bibliothèque dans ma bouche. Parfois sur porte-avions, à se faire des petites blagounettes du genre « Attention, je vais peut-être te percuter avec mon avion !» Un jour, elle rattrape. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'épisode est super bien rythmé. On a mis plein de petites blagues de montage qui sont des blagues qui vont super vite, qui sont pas forcément des gros sketchs. On essaye de se détacher de plus en plus des gros sketchs pour mettre à la place plein de petites blagues super rythmées. Alors effectivement, G.I. Joe c'est pas connu pour ça. Mais en même temps, c'est trop cool. En même temps, G.I. Joe pour ça, les bastons, des épisodes bastons entre Cobra et G.I. Joe avec des tanks de partout. En fait, c'est ce qui est dans ta tête quand tu jouais avec les jouets, et c'est pour ça que la série elle est trop intelligente en fait. Quoi. Il y a des bastons littéralement tout le temps. On va leur faire regretter d'être venus nous narguer jusqu'ici. Hop, pause. 1 minute 52, générique compris, le premier missile qui part. Et ça ne s'arrête jamais. Oui, putain, c'est vrai qu'on l'avait regardé avec Seb, et c'est vrai qu'on était mort de rire, parce que c'est au bout de... Enfin, 1 minute 52, on le dit, et comme le générique, il fait déjà 50 secondes, un truc comme ça, c'est direct des bastons, et, enfin, c'est trop bien. Enfin. Mais c'est ça le truc, c'est en fait, des épisodes de G.I. Joe, si vous les cherchez, ils sont tous disponibles sur YouTube gratuitement, et c'est vraiment, je vous jure, c'est vraiment bien. Je vous jure que c'est bien, c'est fun à regarder. C'est vraiment drôle. Je vous invite à regarder G.I. Joe, en fait. Ils sont en français, ouais. Enfin, de laser, évidemment. Hein. Les G.I. Joe tirent des lasers. Déjà parce que ça reste une série pour les jeunes, et en plus parce que ça arrive juste quelques années après Star Wars. Et croyez-moi, c'est très facile. Et aussi parce que c'était légiféré. Il n'y avait pas le droit. Il y a une loi qui interdisait d'utiliser des vraies armes à feu, et c'est pour ça qu'ils utilisaient des lasers, je crois. Je crois que c'était une loi anglaise, il me semble, mais du coup, les États-Unis s'adaptaient. Laissez-moi donc vous expliquer. C'est des lampes, quoi. C'est des pointeurs laser, en fait. Personne ne touche jamais qui que ce soit. Je te laisse t'occuper d'eux. Sois tranquille. Mais ni du côté des gentils, ni des méchants. Les gentils ne touchent jamais aucun méchant aussi. Franchement, dans toute la série entière, il y a peut-être 2 ou 3 tirs au max qui atteignent leur cible. Et ça a l'air même pas de faire vraiment très mal. Je veux dire, je comprends bien que c'est parce que c'est une série pour enfants. Mais c'est pas quand même un peu abusé, là? Mais regardez ça, là, putain, mais comment c'est possible de rater ces personnages? Messieurs, vous êtes là parce que vous êtes les meilleurs des meilleurs. La crème de la crème de la crème. L'élite de notre pays. Sinon, on voulait, en fait, le gag, on voulait le développer plus celui-là, mais on n'a pas eu le temps. Voir les G.I. Joe qui se trémoussent, hein, ça n'arrête jamais d'être cool. Vous voulez vraiment dîner avec moi? Ah oui, mais bien sûr. Enfin, si vous êtes d'accord. Et puis, on pourrait peut-être aller danser après. Ça s'appelle comment cette danse? Ah, imagine ta meuf danser en boîte et tu pars comme ça en solo sur la piste. Et puis, on pourrait peut-être aller danser après. Parce qu'elle est à côté, elle est là, Ça s'appelle comment cette danse? L'épilepsie. Et puis pour rien vous cacher, il y a des moments où les animateurs ils lâchaient la rampe. Genre l'épisode avec les dinosaures là. Il y a des plans, je sais même pas comment c'est possible. Ah, c'est terrible. Et la question que vous vous posez tous peut-être, c'est comment un studio d'animation aussi renommé a pu laisser passer des plans aussi embarrassants. Il devait chier les épisodes tellement vite. Aujourd'hui, j'ai enfin la réponse. Ici, au sein du département d'analyse animée de JDG, cela va faire 6 ans que nous avons mobilisé une équipe interdisciplinaire chargée d'étudier les anomalies stylistiques. La vraie réponse, c'est évidemment qu'il devait chier des épisodes beaucoup trop vite. Hein, parce qu'en vrai, ils savaient très bien que quelle que soit la qualité de l'animation des dinosaures, là, il n'y a pas un gamin au monde qui irait dire... J'ai l'impression que la qualité de l'animation s'est quelque peu dégradée depuis quelques épisodes. Il semble y avoir un nombre conséquent d'inconsistances dans les celluloïdes. Je crois que ça n'est pas notre fils. On n'a pas d'enfant. Détourne son attention et je plante. Et la série, c'est ça tout le temps, hein, plein de petits c'est trucs. C'est un peu comme si c'était un vrai cran d'arrêt, fallait faire super attention parce qu'elle voulait pas que l'actrice se coupe le doigt, quoi. J'ai pas envie, j'ai peur que ça change ma personnalité. Allez, s'il te plaît. J'aime le zouk. Alors en fait, quand on a commencé à écrire cet épisode, on pensait qu'on allait pouvoir se moquer d'une vieille série mercantile de notre enfance. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Irregardable aujourd'hui. Eh ben écoutez-moi bien,
G.I. Joe, c'est fantastique. C'est super. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, hein. Je suis sûr que pour des jeunes d'aujourd'hui, ça a l'air complètement claqué au sol, comme ils disent, ces petits enculés qui n'auront jamais de travail ni de retraite. Mais moi, j'en ai rien à foutre, j'ai 40 balais, j'ai des poils à des endroits que je ne pensais même pas être possible. Les oreilles. Enfin, et l'intérieur du... Eh ben, je trouve que G.I. À la base, c'était quelque chose de plus horrible, mais vraiment, genre, on l'a supprimé. Mais parce que je me suis dit, ah, vraiment, c'est dégueulasse. Cette série, c'est absolument... Et on avait retrouvé des vieux scripts de G.I. Joe, justement, et c'était marqué vraiment en en-tête No Limit, quoi. C'était vraiment marqué en en-tête, il n'y a pas de limite. L'essentiel, c'est juste qu'il fallait... Je crois qu'ils avaient quelques obligations du genre, il fallait qu'il y ait tel personnage. En fait, ça fonctionne de telle manière, c'est quand ils avaient un véhicule ou un personnage qui était en train de sortir et qu'ils voulaient mettre en avant, bah, du coup, ils avaient l'obligation de le mettre dans l'épisode. Mais sinon, pour le reste, le scénario, il y avait no limite, en fait. Tant que ça respectait le calendrier commercial. Voilà qui entre. Sans aucune explication. Et la dernière fois qu'on a vu ces personnages-là, ils étaient au bord d'une route. Hein. On n'a aucune idée de comment ils ont trouvé des vaches, comment ils ont convaincu le propriétaire des vaches de leur prêter les vaches, comment ils ont retrouvé leur chemin, combien de temps ça leur a pris de traverser les putains d'États-Unis à dos de vache. Oui, ça c'est Jordan. En fait, on a Post-Process, si vous vous rappelez de Post-Process sur jeuxvideo.com, on a Ben qui est dans notre équipe maintenant, mais on a aussi Jordan qui est en externe, mais qui bosse aussi qui bosse très souvent avec nous, et c'est lui qui fait ce genre d'animation parce qu'il est très balèze pour faire ce genre d'effet, mais beaucoup plus fort que nous, et surtout il est consacré que à ça. Donc au final, en fait, lui, il va bosser sur des toutes petites séquences qui vont prendre mais qui vont prendre beaucoup de temps. Et bien sûr, ça c'est The Rock, que malheureusement plein de gens ont oublié, parce que j'ai vu plein de gens dire c'est quoi ce truc, et c'est The Rock. Pourtant dans ma tête je me suis dit mais c'est ultra connu. Non, plein de gens ont oublié The Rock, en fait. Les pépins contiennent du poison. Vous n'êtes pas scientifique, monsieur, et je vous soupçonne d'essayer de nous vendre du poulet. Oh mais n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je m'embêterais à vous vendre quelque chose d'aussi délicieux qu'un bon gros bucket de chicken wings? Donc, ils chargent des pommes dans leurs armes et ils bombardent la bactérie jusqu'à ce qu'elle explose. Mais elle va bien finir par s'arrêter. Les enfants, j'ai une bonne nouvelle, la bactérie est tombée dans les pommes. Oh, insupportable. Au départ, je pensais que c'était juste quelques épisodes. Ça, je suis sûr que c'est les WRVF qui ont rajouté ça. Dans la plupart des épisodes, bon, pas tous, mais franchement pas loin, il se passe des dingueries, comme disent les jeunes claqués au sol. Entre l'épisode spécial Noël avec le perroquet qui devient géant et qui chante Vive le vent en pétant le plafond... et les yodels intempestifs. Ce perroquet, il a des scènes très longues où il parle, hein, ce perroquet, avec ses il va comme ça tout le temps. Je vous jure que c'est insupportable à regarder. C'est bagarre, là. Franchement, vous pouvez prendre n'importe quel épisode et vous aurez au moins une bonne dizaine. Ça, c'est l'épisode où ils font revenir les dictateurs. Ils font revenir genre Alexandre, César, Napoléon, enfin c'est n'importe quoi, c'est hallucinant. Et parfois c'est des rafales. Genre là, les G.I. Joe, ils doivent se déguiser pour pas être reconnus par les méchants. Bon, qu'il y en a un qui se déguise en saxophoniste, ouais, ça marche. Que le ninja se déguise en chanteuse mais garde quand même son masque. Bon, dans la confusion, ça peut passer. Le moment du perroquet, c'est là où j'ai commencé à trouver ça bizarre. Mais putain, pourquoi avoir mis une queue de rat au chien alors qu'il porte un chapeau et une perruque? Soit vous le déguisez en rat, soit vous le déguisez en Carmen Sandiego. Mais surtout, pourquoi je trouve ça génial? Est-ce que je suis devenu fou ou pas? Je sais pas. Je vais peut-être me réveiller avec de la bave qui mousse et de la merde plein le slip. L'inverse serait pire. Je sais même pas de quel épisode vous parlez, sérieux. Est-ce que je vous parle de celui avec des extraterrestres qui attaquent la Terre, mais qu'en fait, c'est pas des vrais extraterrestres, mais des Arabes? Restez tranquille, tous les on dieux, a ça servira à éclaté de rire quand on a vu ça, mais vraiment... Quand il enlève ça, il laissez tranquille. Avec vraiment le gros accent. Restez tranquille, tous les dieux, ça servira à rien de tout. Ouais, bon, peut-être pas celui-là du coup. Ah non, en fait ça va, hein, c'était pas des Arabes, c'était des membres de Cobra déguisés en Arabes, déguisés en extraterrestres. Et ça a pas de sens. Pourquoi il se déguise en arabe sous son masque d'extraterrestre du coup? Ça a pas de sens. Il y a tout qui te fait trop réfléchir. T'es tout le temps en train de te dire mais pourquoi
Pourquoi Ok Google, donne-moi un chiffre au hasard entre 1 et 95. Pas de soucis, Fred. Le numéro est le 35 et n'oublie pas, tu es cool. Ok, épisode 35, voyons. Tu n'as pas envie d'essayer. Dis-moi la vérité. T'es vraiment super Bon, alors, Celui-là ok, aussi, on était tombé dessus complètement par hasard, cet épisode. L'épisode en question, en fait, il est très Marvel, hein, avec un personnage de méchant maître du jeu qui envoie ses Avec robots, très discret. Excusez-moi si c'est mal poli. On est d'accord, vous n'êtes pas vraiment pilote d'avion pour kidnapper des G.I. Joe et des membres Et de je vous Cobra. jure, on a vraiment ce truc de regarder un épisode au hasard, on l'a fait pour de vrai. Hein. On l'a fait et ça a marché. C'est vraiment cet épisode, on est tombé dessus par hasard pour de vrai avec le clown. Et les enfermer ensemble dans une sorte de parc machiavélique où ils vont devoir affronter des robots dinosaures qui crachent des flammes par le nez et des tondeuses à gazon géantes. Mais évidemment, l'intérêt principal... Avec la baronesse qui est en maillot pendant tout l'épisode aussi, ça c'est pareil. Et en plus, la baronesse et l'autre meuf de G.I. Joe, elles se battent dans la boue à un moment donné. C'est que avec Seb, on était en mode, mais vraiment... Vraiment, ok, d'accord, c'est des garçons. Ok, d'accord, c'est des garçons qui regardent, mais quand même... Et allez, la bagarre avec l'autre fille. C'est ça. Je crois qu'à un moment donné... Je sais pas pour vous, mais... moi, je suis scandalisé. Mais ce qui est génial, Je crois c'est qu'on que le montre même pas, mais à un moment, elles se battent dans la boue, les deux. Ouais. dans G.I. Joe, avant d'avoir eu le temps de se remettre de toutes ses émotions, ça se termine par des avions qui débarquent de nulle part pour tout Et défoncer. cet épisode, l'épisode est trop bien. Je le dis, l'épisode, il est trop bien parce qu'à la fin de l'épisode, c'est les G.I. Joe et Cobra qui s'allient ensemble contre l'autre méchant. Et du coup, c'est exceptionnel, en fait. J'étais trop hypé devant l'épisode. Oh, non, on veut le castagne. C'est lourd. Et je trouve que d'avoir mis les voix des Lopez, ça marche trop bien. Et ils ont aussi un stand de descente à rappel. Ils pètent tout chez toi, quoi. Ils s'amusent tous, ma soirée est très réussie. Bon, bah, du coup, tu permets, reste ta femme. Oh, super. Et moi qui avais peur que les capotes périment. Quand soudain, le téléphone sonne et à l'autre bout du fil, un mystérieux personnage qui se fait appeler le Mouchard leur donne un code. Ici le Mouchard, et je vous rappelle ce qui est convenu, 5,75. Très rapidement, les G.I. Joe déduisent qu'il s'agit de coordonnées qu'ils s'empressent d'entrer dans leur ordinateur à touche mystère. 5 degrés à l'est et 75 degrés au sud. Coordonnées qui correspondent effectivement à une base de Cobra. Ce qui est déjà super, hein, parce que ça permet de se rendre compte que les soldats de chez Cobra ont l'air mieux traités que les employés de chez Amazon. Soyez les bienvenus au centre de détente et Oui, de c'est un remise Center en forme Park. numéro 3. Vous pourrez pratiquer du volleyball, du ping-pong ou de la natation. Pendant tout le premier tiers de l'épisode, ils se baladent dans le centre de relaxation des mecs de chez Cobra. Et c'est genre trop bien. Il y a des piscines, il y a une cantine, je crois qu'il y a des salons de massage et tout. Et ensuite, ils reçoivent encore un coup de fil du Mouchard qui leur demande de se rendre Au dernier étage. Mais qui êtes-vous? Et effectivement, au dernier étage du plus grand building de la ville, se trouvent des méchants de chez Cobra. C'est vrai, les Cobra, ils sont partout. Littéralement, ils sont absolument tous les bâtiments. Tu pointes un endroit au hasard sur une map monde, il y a Cobra. Pierre appréhende grâce à un stratagème hyper sophistiqué. Ah, je déconne, il défonce tout. Vous allez voir la castagne, que c'est la castagne. Moi, je suis un homme. Les hommes, c'est la castagne. On est baisse. On est fort. Finalement, ils reçoivent quelques temps après un dernier Ça appel marche du trop Mouchard qui va enfin révéler son identité. Ça marche trop parce qu'il a vraiment une voix de dessin animé, en fait, le gars, quoi. Je suis le Mouchard. Gaston le Mouchard. Je viens pour laver les vides de chez vous comme convenu. Alors, c'est 5,75 $, hein, comme c'était convenu. Je commence toujours par le point le plus à l'ouest, moi, et par le dernier étage, vous voyez. Ah oui, très bien, je comprends. Il y a beaucoup de questions que j'imagine dans votre esprit. Pourquoi le Mouchard a une voix complètement différente de celle qu'il avait au téléphone? En anglais, ça a plus de sens. Je sais plus comment il s'appelle en anglais. Est-ce qu'il a... non, c'est ça, voilà, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, en anglais, il s'appelle The Viper. Donc, mais comme il le dit avec un fort accent, parce que le personnage a un accent dans la VO, ça fait I am the Viper, tu vois, et donc il se dit The Viper, c'est son nom de code ou quoi, tu vois.
la vipère. Personne ne peut défier Serpentor. Donc, le personnage de Serpentor, qui apparaît pour la première fois dans l'épisode Debout Serpentor, Ils dans se lequel sont il est... très vite dit, du coup, on s'en bat les couilles. En fait, c'est juste, on s'en fout. Ça, c'est un sapin de Noël. Et ça, là, c'est pas un slip, c'est un morceau de store métallique. Rends-moi ça. Face à l'évident futur échec d'un cobra dirigé avec le cul, il prend les devants et décide de créer lui-même un nouveau grand méchant chef de tous les méchants, qu'il arrive à fabriquer avec des morceaux d'ADN qui viennent des tombes profanées de grands dirigeants de l'histoire de l'humanité, dont Montezuma, Alexandre le Grand, Gengis Khan, Jules César et même Napoléon, dont ils vont chercher le cadavre au Panthéon, cadavre que les G.I. Joe sont contraints de laisser sans protection. Effectivement, petite erreur, ce n'est pas au Panthéon, c'est aux Invalides. Voilà, on me l'a fait regarder, on me l'a fait remarquer dans la vidéo. C'est loin, mais c'est beau. Une fois créé, Serpentor deviendra le méchant de la saison 2, qu'il traverse avec une élégance assez stupéfiante, sur son scooter serpent volant dernier cri, et sa popularité a augmenté petit à petit, si bien qu'il a fini par devenir un des personnages les plus iconiques de la série, connu pour ses affrontements contre le Cobra Commander d'un côté, alors qu'effectivement, ce n'est que le chef des méchants pendant la saison 2 ou 3, je crois. Et d'un nouveau membre des G.I. Joe de l'autre, le sergent Après, Slaughter. C'est aussi parce qu'il affronte Slaughter qui arrive en même temps du côté des G.I. Joe et qu'en même temps, c'est à peu près la période où il y a le film. Juste un catcheur à la mode qu'ils ont décidé de foutre dans la série parce que pourquoi pas. Mais donc, pour conclure les aventures de cette première série G.I. Joe, il a été décidé de terminer sur un format plus long, un long métrage d'animation qui devait au départ sortir au cinéma, mais qui finira en téléfilm après l'échec du film d'animation Transformers. Dans ce film, on apprend les vraies origines de Cobra. Quand un nouveau personnage du nom de Pitona... Je suis Pitona. Au niveau de l'écriture, il devait être en mode on s'en bat les couilles, vas-y, c'est... Et qu'il est allé au Panthéon récupérer l'ADN de Napoléon en profitant de l'absence de l'armée américaine virée du sol français par Jacques Chirac. Le travailleur français sur le palier tient coup. Qui les a forcés à respecter leur devoir de non-ingérence dans un pays allié en donnant des coups de pied sur leurs tanks. Ces engins sont trop lourds. Mais je vais juste faire une comparaison pour que vous compreniez à quel point cette révélation est folle. En fait, c'est vraiment... G.I. Joe, c'est l'exemple typique de la série où ils se disent on va faire une saison, puis après, oh non, finalement, on en fait une deuxième, et puis on fait une troisième, et du coup, le lore, le truc, il veut plus rien dire, et ça rend un truc très très drôle, du coup. Bon, ben là, c'est un peu comme s'il y avait un film James Bond où on apprenait qu'en fait, le Spectre était vraiment une ancienne race de fantômes, et que pour dominer le monde, il faisait apparaître un surhomme qui s'appelle Phantomator, et qui a un costume de fantôme avec des fantômes dessus, qui se balade sur une trottinette volante en forme de fantôme, qui se bagarre contre une star du sport anglais genre David Beckham, au service d'Ectoplasmus, grand seigneur du royaume perdu de Chimeria. Dans le monde des séries, il y a un truc qu'on appelle Jumping the Shark. C'est un concept qui vient de la série Happy Days, qui est une série assez classique qui raconte l'histoire de la vie d'un groupe d'ados dans les années 50. Sauf que dans un épisode, il y a un personnage... J'ai un peu envie de voir ce film. Qui fait un truc totalement invraisemblable. En l'occurrence, il saute par-dessus un requin dans une compète de ski nautique. Depuis ça, l'expression Jumping the Shark est devenue la façon de décrire le moment où une série part en couille. Mais dans G.I. Joe, le requin, il est sauté dès le premier... Je crois que maintenant, on utilise aussi l'expression nuking the fridge. Depuis Indiana Jones 4, là où il y avait Indiana Jones qui s'enferme dans un frigo et qui réussit à survivre à une bombe atomique. Voilà. Donc nuking the fridge, c'est aussi une autre expression. Après ça, il y a une autre série / saison qui est sortie, mais le niveau est plus du tout le même. Ça, c'est vraiment nul. Par contre, il y a encore quelques petits moments assez rigolos. Ouais, ça c'est censé être le nouveau Cobra Commander. C'est de la merde. Et il y a aussi une série en 3D qu'on a regardée et qui est pas bien aussi. Films d'animation en 3D dont certains sont vraiment atroces à regarder. Et enfin, les films live qui sont 1000 fois moins cool. On a aussi regardé les G.I. Joe en live, notamment celui qui se passe à Paris. Là, je crois qu'il y en a qu'un d'ailleurs. Et c'est pareil, c'est anecdotique. On l'a regardé, je me suis un peu fait chier honnêtement. C'est rigolo, mais... Mais je suis sûr qu'en regardant les trucs de gosse d'aujourd'hui avec un esprit ouvert, on peut trouver le petit diamant caché dans la roche. Miraculeuse, porte-bonheur, Lady Magique et Lady Deschamps. Oui, allô? Oui, allô, G.I. Joe? J'ai un petit service à vous demander. On les ont tous!
Ouais, le fait de finir sur les Lopez dans un F-16 qui explose Lady Miraculous, moi juste j'aime beaucoup trop. Tout que ça, vraiment, ça colle tellement bien, encore une fois. C'est, il a tellement la bonne voix pour ça. L'encul! Voilà. C'était donc G.I. Joe, leur série. C'est bien amusé à le faire. On s'est bien amusé à le faire. Je trouve que le rythme est particulièrement bien réussi, je trouve, sur cet épisode. Il y a plein de vannes. On a essayé de sortir des gros sketchs, comme je vous disais, pour partir sur une direction à base de plein de petites vannes dynamiques. Et je trouve que la recette, elle prend vraiment bien. C'est un truc qu'on essaie d'appliquer depuis quelques épisodes maintenant. Et voilà, c'est cool. Après, voilà. J'ai vu plein de gens, moi j'ai vu des gens dans les commentaires disent ouais mais JDG il est aigri, Miraculous c'est très bien, mais bien sûr évidemment que c'est peut-être très bien, j'en sais rien, je l'ai pas vu hein. Vous savez j'ai regardé Pas de Patrouille et j'ai pas détesté non plus hein. Mais c'est juste que c'était pour la blague de faire le vieux qui déteste les trucs récents, mais je ne sais pas, Miraculous c'est peut-être très bien, oui apparemment c'est même très bien. On m'a dit plusieurs fois que Miraculous c'était très très bien. Moi je veux bien vous croire, hein. Moi je veux bien vous croire que c'est très bien, j'ai aucun problème avec ça. Parce que j'ai vu vraiment premier degré des gens qui sont en mode il fait les grilles comme si les trucs d'avant c'était mieux que Lady Miraculous avec son truc explosé, machin. On s'en fout, c'est pas important quoi, voilà.